1978. 19 janvier 1978. Lettre personnelle. Il y a eu une expérience curieuse hier, 18 janvier. D'abord, une étrange matinée où mon corps était à l'aise. Oui, voilà des années que ça ne m'était pas arrivé, comme si on était constamment sous des menaces, des attaques, des vagues, toutes sortes de choses qui pèsent et griffent et font des années sur le dos. Et puis hier matin, il n'y avait subitement plus tout cela. C'était drôle. J'étais à l'aise dans mon corps, on aurait dit que j'avais 20 ans. Je ne sais pas pourquoi, puisque toutes les apparences sont contraires. Kunuma vient de recevoir ma lettre et ces messieurs doivent être je ne sais pas quoi. Bon. Après le déjeuner, je suis allée m'allonger comme d'habitude et j'ai dormi. Voilà des années que cela ne m'était pas arrivé. J'ai dormi 1 heure, un sommeil profond dans le physique subtil. Il y a eu toutes sortes de choses dont je ne me souviens pas clairement, sinon que j'étais au rez-de-chaussée d'un bâtiment obscur et que je flanquais une bonne raclée à Kunuma et un certain nombre de fantômes autour. Puis je suis montée au 1er étage pour continuer la bataille. C'était très obscur. Cela ressemblait peut-être à des appartements anciens de mer, peut-être l'ashram, je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus ce qui s'est passé ou si j'ai changé d'avis, mais j'ai voulu sortir de cet endroit ennemi. Je suis passée dans une toute petite chambre attenante, très obscure. Il y avait une porte par là, par laquelle je pensais sortir en cachette. Cette porte était bloquée par une petite table ronde ancienne que j'ai poussée. Puis j'ai tourné le bouton de la porte et au moment où je tournais, j'ai senti qu'une autre main du dehors tournait ce même bouton. Je me suis reculée, aplatie contre le mur, tandis que la porte s'ouvrait. Le battant me cachait. Quelqu'un est entré, la porte s'est refermée, me découvrant. C'était Mère. Une seconde, j'ai senti ma main qui caressait la sienne dans l'obscurité. C'était très doux. Puis nous avons fait 2 pas ensemble. Elle était devenue très grande, mais je ne voyais pas son visage, sinon une silhouette, tout baignée dans une semi-obscurité. Et alors là, elle a dit quelque chose qui est resté clair comme le jour, exact, jusque dans la moindre intonation. Dans toutes les situations, il y a un négatif. La seule solution, c'est que je sorte. C'était dit d'une façon neutre, tranquille, presque impersonnelle, comme quelqu'un qui regarde tous les côtés ou les aspects du problème et qui arrive à une conclusion inévitable. C'était dit sans haut, ni bas, ni coloration aucune, quelque chose de très dénué de personne. Presque exactement du même ton qu'elle m'avait dit 2 ou 3 ans plus tôt, lorsque je l'avais rencontrée au moment où nous nous battions pour la publication de l'agenda et où Baroun faisait ses sales histoires. Alors ce serait plutôt du côté légal, avait-elle dit d'une façon très neutre, comme quelqu'un qui envisage tous les aspects du problème et tire une conclusion. J'étais loin de me douter que ce côté légal devait être l'avocat de Paris et la libération de l'agenda. Et maintenant, c'est, dans toutes les solutions, il y a un négatif. La seule solution, c'est que je sorte. Alors vraiment, elle va sortir. La première phrase est très énigmatique. On comprend sans comprendre. Mais elle va sortir, ça en a tout l'air. On n'arrive pas à y croire. Mais bon sang, elle m'avertit qu'elle va sortir, c'est clair. Tu sais, c'est le genre de rencontre indubitable. Et puis ce ton si particulier qu'elle a comme s'il n'y avait personne dedans, et c'est tout un monde. La tranquillité absolue et la puissance absolue, cela ne fait aucune différence. Rester de ce côté-là ou passer de ce côté-ci. Le miracle bouleversant, ce sont nos histoires de grenouilles. Bon, eh bien, on va passer ici puisque la situation est telle.
Qu'est-ce que c'est que ce négatif dans toutes les situations? Est-ce à dire que rien ne répond? Mais je ne crois pas. C'est plutôt que toutes les situations arrivent à une sorte d'impossibilité où il n'y a pas d'issue, sauf une catastrophe ou un écrabouillage dans les pays, les continents, les groupes, les partis, tout. Je ne sais pas. Ça, ce sont mes commentaires impertinents, probablement. Voilà. À part cela, rien de nouveau. Plus de vagues policières. La police semble avoir définitivement rejeté la plainte de Kunuma. La leçon d'Auroville a servi. Ces messieurs sont désormais suspects. Pas trop tôt. Maintenant, qu'est-ce qu'ils mijotent? On verra bien. Moi, je suis dans une sorte de néant. J'ai dû me pousser pour t'écrire cette lettre, sinon je resterais là à contempler je ne sais quoi. Il n'y a plus rien qui ait envie de bouger. C'est-à-dire que peut-être ça ne bouge qu'au moment où il faut. Tout de même, je serai très content le jour où je pourrai lever l'ancre d'ici pour de bon. Ce serait pas mal de pouvoir travailler. La seule solution, c'est que je sorte. Diable. Ça te prenne. 22 janvier 1978. Lettre personnelle. J'ai l'impression d'écrire au monde libre là-bas comme un prisonnier dans un camp. Pourtant, je sais que ce monde n'est pas libre non plus d'une autre façon et que tout est comme une immense prison sans issue, sauf ça. Nous sommes vraiment à la fin d'un monde. Les soubresauts sont seulement plus intenses ici. C'est une horreur. Et je sais ce que c'est que l'horreur. Mais je n'ai jamais vu pareille densité de crasse méchante, calculée, consciente si j'ose dire. Il n'y a pas de doute que Sri Aurobindo et Mère étaient entourés de tout le poison du monde. J'ai appris quelque chose hier soir qui m'a bouleversée. Oh, je savais tout cela, mais je ne le savais pas. Un électricien de l'ashram qui travaille aussi à Auroville et veut venir s'installer à Auroville a raconté que le lendemain du Pongal, note de bas de page, Pongal, fête de sud de l'Inde à la fin des récoltes, je ne sais pas qui était ce il, mais probablement la collection sordide. Ils s'étaient réunis pour écouter une cassette qui avait été enregistrée par un, entre guillemets, Sadak près de mer. D'abord, il n'a pas voulu dire qui était ce Sadak. Puis il a fini par dire « Satprem ». Et il a raconté, il y a eu une fuite, leakage, parmi les derniers enregistrements de Satprem chez Mère, justement une conversation où il était question de la mort, entre guillemets, de Mère, et de la possibilité de transe yogique, et que c'est cette cassette qu'ils sont en train d'écouter. Et alors l'ashram, dit-il, est divisé entre ceux qui veulent l'exhumation de Mère et ceux qui ne veulent pas. Oh, ils sont abominables. Mais il n'y a jamais eu de fuite, ni de possibilité de fuite dans mes bandes. Personne n'a jamais touché ces bandes, sauf Sujata et moi. Et jamais je n'ai enregistré de cassette. Alors, oui, j'avais écrit dans le tome 3, même nos conversations étaient épiées. Elles n'étaient pas seulement épiées, elles étaient enregistrées en fraude par Kumoud, qui venait allumer le magnétophone sous prétexte d'apporter un verre d'eau à Mère ou de ranger une serviette. Puis l'enregistrement pirate était passé à Pranab par Kumoud. Alors c'est si abominable. J'entends encore Mère me dire « Je ne peux plus parler ». Mais ça avait un tout autre sens. Tous ces silences et ces silences de la dernière année, je croyais que c'était son intériorisation, mais peut-être aussi. Mais c'était ces abominables gens avec leurs oreilles partout et leurs micros cachés. Sujata m'avait bien dit une fois « Kumoud enregistre nos conversations ». Mais je n'avais pas voulu croire. Tout cela me semblait impossible. Impossible. Et puis une autre fois, Soumitra s'est trouvé chez Mère, tandis qu'André et Kumoud faisaient la traduction, ou plutôt la notation d'une conversation
que mère venait d'avoir avec une autre personne et qu'elle aurait voulu garder. Et comme André, plus Soumitra, plus Kumoud, se débattait pour essayer de retrouver les mots exacts, mère s'est retournée vers Kumoud et lui a dit de son petit ton neutre, tranquille, « Tu vois, tu enregistres quand il ne faut pas et tu n'enregistres pas quand il faut. » C'est tout. Elle savait. Elle savait tout. Et elle avalait ça nuit et jour, sans arrêt. Ah! Un jour, elle m'a pris les mains dans les siennes et elle avait des larmes dans les yeux et elle m'a dit « Prie pour moi !» J'ai le cœur fendu. J'ai une horreur de cet endroit. Je veux partir d'ici, je veux partir, ne plus jamais revenir ici. Jamais. Alors ces fous monstrueux veulent l'exhumer après l'avoir vissé dans la boîte. Ils s'imaginent que mère a besoin de leur petit tournevis pour sortir de là. C'est monstrueux. Jamais la terre n'a connu une horreur si froide. Je n'ai pas dormi de la nuit. D'ailleurs, je ne dors plus depuis que je suis revenue ici, sauf cet après-midi-là, quand elle m'a dit la seule solution. Oh, que la terre soit purgée de cette horreur. Et alors maintenant, ils disent, raconte cet électricien, pourquoi est-ce que Satprem n'a rien dit? Quelquefois, j'ai envie de hurler. Ils sont à des millions de lieues, tous ces gens. Même ceux qui savent ou croient savoir. Prie pour moi. Prions. Prions pour que cette horreur disparaisse de la terre. Prions pour qu'elle sorte et qu'elle fasse régner la beauté et le vrai. Ah, prions, c'est trop douloureux. Satprem. « 27 janvier 1978, lettre personnelle. Ton télégramme, Aster, robe splendide, sorti du premier agenda dans sa robe rouge, m'a tellement ému au milieu de toute cette crasse. Sujata et moi avions presque envie de pleurer tout d'un coup comme des idiots. C'était comme la seule chose réelle et si lointaine, presque oubliée tant on est jusqu'au nez plongé dans les sordidités. Jusqu'à quand ce siège va-t-il durer? Un dernier fait semble combler la mesure, mais il semble qu'il n'y ait pas de mesure au fond de cette crasse. Je regardais ça les dents serrées. Donc, le prochain avenir de crasse égale le bulletin publié par Baroun Europress, consacre tout un numéro à la gloire de Pranab. Enfin. Mais là où j'ai commencé à voir la queue du diable, ou de la soura plutôt, c'est quand on m'a dit qu'en grosses lettres, au milieu des éloges de Pranab, il y avait une citation de mère. Oh, comme ils se servent de mère. Pour dire qu'un mantra n'avait pas de pouvoir s'il n'était pas donné par le gourou. Alors, ils veulent démolir le pouvoir du mantra de mère que j'ai donné à Auroville en glissant dans la conscience des gens « ce mantra n'a pas de pouvoir, il n'a pas été donné par mère ». C'est odieux. Je sais bien que sont attrapés ceux qui veulent bien être attrapés, mais cette intention derrière, c'est abominablement perfide. Ils veulent vraiment détruire l'œuvre de mère. Je ne sais pas si c'est un comble, il y a toujours plus comble. Sujata dit qu'elle sent qu'ils doivent faire encore un dernier acte avant leur écrasement. Quel acte? Et quand? C'est long. À part cela, je continue la bataille pour mon expulsion de l'Inde. Tu verras la correspondance avec l'immigration officer, toute cette énergie dépensée négativement, simplement à contrecarrer les machinations de ces gens. Quand pourrais-je faire mon vrai travail? Je pense à Sri Aurobindo, c'est tout.
J'attends, tu attends, il attend, nous attendons. Ça te prenne. 31 janvier 1978. Lettre personnelle. Je reçois simultanément 2 lettres qui me laissent songeur, de Suisse et de Roger. Celle de Roger répond à un projet d'article, très bien, de Petit Michel sur l'agenda et l'expulsion de Satprem pour la revue d'Auroville. Un même combat, c'est exactement cela. Roger répond: est-ce que cela ne va pas compromettre l'avenir d'Auroville? Est-ce que c'est bien le moment? Voilà que je compromets l'avenir d'Auroville. Et cet homme a beaucoup compris, vu, évolué depuis 1 an. J'ai beaucoup travaillé dessus. La peur. Au fond, la peur de la vérité. Et puis l'autre, le Suisse. J'apprends que les trustees de l'ashram vous font des difficultés. On m'a suggéré d'écrire à Kunuma pour protester, je suis perplexe. Je ne sais pas ce qu'il leur faudra pour qu'ils sortent de leur perplexité, à moins qu'une bombe ne leur tombe sur le coin de la figure ou mer. Et il ajoute: je suis perplexe car il me semble que la seule chose importante est la protection de mer et que celle-là, vous l'avez. C'est pas croyable. La nature humaine est décidément un abîme de lâcheté. C'est incurable. On pourrait appeler cela le mensonge des bien-pensants. C'était la même chose avec Pétain. Ils étaient tous pétainistes, à part une poignée. Attention aux représailles, vous compromettez l'avenir de la France. Je comprends bien maintenant pourquoi Sri Aurobindo et Mère ont dit et répété: ce n'est pas pour l'humanité que nous faisons ce yoga, c'est pour le divin seul. Non, ce n'est pas pour l'humanité ni la fraternité, parce que c'est la même couche sordide partout, à part quelques rares étoiles, et on aurait vite fait d'abandonner le combat pour ces guenilles perplexes. Mais c'est pour elle, ou pour lui, seulement, exclusivement. Ce genre d'illusion est tout de même le plus dur à semer en route. Les frères. Ça doit bien exister quelque part, mais c'est plutôt une qualité de l'avenir, à part quelques rares échantillons. Donc, tu diras à nos amis et Thévenon de ne pas gaspiller leurs plumes pour ces hommes perplexes. Je me rappelle, il y a 3 ans, en 75, je crois, quand je voyais cet agenda sourdement enveloppé de tentacules, André, Kunuma, Roby, j'avais l'idée de descendre dans la rue, de faire appel aux jeunes de l'ashram, de leur dire: allons, on va publier l'œuvre de Mère, faisons ligue ensemble. Alors Mère est intervenue. Elle m'a envoyé l'une des premières visions. C'était à un endroit, comme au-dessus de la place du gouvernement à Pondichéry, et elle me disait: non, 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 il ne faut pas descendre dans la rue. Tu penses? Mais je me serais fait massacrer. Il faut aller voir le gouverneur et le trésorier. Je me suis gratté la tête, je me demandais si elle voulait que j'aille voir K.S. ou je ne sais qui, le gouverneur de Pondichéry. Et peu après, l'un après l'autre, sont venus Tata et Sipien Singh, le trésorier, entre guillemets, et le gouverneur, entre guillemets. En fait, c'était le gouvernement de l'Inde. Mais si j'étais descendu dans la rue, je me serais fait déchiqueter par ces héros du prochain avenir, entre guillemets. Mère savait bien. Eh bien, la situation n'a pas changé vraiment, au fond. C'est la même humanité avec quelques petits points brillants. Et la seule solution, c'est que je sorte. Je ne dis pas cela pour te décourager, mais pour avoir les yeux bien ouverts et bien trempés, pas de larmes, sur la condition humaine fraternelle. Nous sommes si sots et des idéalistes invétérés qui ont besoin de laisser tomber leur sentimentalité. De plus en plus, je vois, il n'y a que le divin. C'est tout. Le reste, c'est de la boue en préparation, y compris soi-même quand on y regarde de près. Pour clore, je devine que le versement des étévenons est fait pour m'aider en cas de fuite précipitée et de billets d'avion.
Pour où, c'est une autre question. Paramaribo, ils font partie des quelques étoiles fraternelles. Le télégramme n'est jamais arrivé, tu vois. Je vais essayer d'envoyer quelqu'un aujourd'hui. Les communications avec Madras sont difficiles. Nous n'avons plus les voitures de l'atelier à Beijing. Le vol du courrier, l'espionnage continue et tout le reste que nous ne savons pas. Si nous savions tout, nous serions peut-être écrasés. Mais la foire de Lisieux commence à s'installer autour du samadhi, scapulaire et brochure. Comme j'ai hâte de partir, c'est une nausée. Sujata est comme moi. Elle va beaucoup mieux maintenant, c'est plutôt moi qui suis fragile et indomptable en même temps. Ça te prenne. 1er février 1978. Sujata voit. Mère, les pieds posés sur ses sandales. Puis Sujata voit Mère enfiler ses sandales. Des sandales rouges foncées. Kali va marcher. Elle va sortir. Gare au marchand du temple. Note de bas de page. En fait, c'était l'agenda qui devait sortir. Début février 1978. À mes amis lecteurs et lectrices. Nous sommes dispersés, éloignés, chacun sur son petit continent, avec des petits soucis, des grands soucis, et la vie comme tous les jours. Pourtant, ce n'est plus comme tous les jours. Une merveilleuse histoire cherche à se glisser à travers les fils de notre trame, si nous voulons bien. Que pouvons-nous faire pour hâter cette histoire, pour hâter son moment? Il faudrait tellement que cela aille plus vite. La terre est douloureuse. Nos petits continents sont si gris et périmés. Ici et là, nous sommes quelques-uns comme des petits points de soif ardente. Et que faire pour aider cette espèce nouvelle à naître parmi nous? Certainement, la plus grande aide est d'appeler cette autre chose, ce demain de la terre, dans son cœur, dans ses actes, ses pensées, avec chaque pas, chaque geste, sourdement, obstinément, comme on cogne à une porte, comme on appelle l'oxygène et l'espace et le sourire dans cette grisaille suffocante. Appeler, c'est faire, invisiblement, pousser les ailes de l'autre espèce. C'est faire un trou dans la carapace de l'habitude. S'il n'y avait pas une nécessité, jamais les espèces ne seraient sorties de leur trou gluant. Nous sommes dans le trou gluant du mental. Appeler, on ne sait quoi, c'est déjà tâtonner dans l'avenir, c'est déjà toucher une plage ensoleillée pour laquelle nous n'avons pas encore Dieu. Mais peut-être faut-il beaucoup Dieu pour qu'elle soit. Une espèce nouvelle, ça se fait ensemble. Il y a une contagion dorée, comme un jour beaucoup d'oiseaux prennent leur envol pour le pays ensoleillé. Si nous étions beaucoup, cela hâterait peut-être l'heure du pays de mer. Cet appel dedans, vous pouvez le faire partager, l'éveiller autour, travailler à la grande contagion supramentale. Nous avons besoin d'être ensemble, mais non pas comme des adeptes autour d'une nouvelle église bien tassée autour de quelques idées commodes. L'idée, elle n'est pas commode du tout. C'est plutôt comme si une infinité de recherches dans toutes les directions devait s'allumer autour d'un sens central, d'une poussée centrale, d'une force qui propulse excentriquement chaque petit coin de lumière en lui faisant traverser des couches de conscience différentes, des zones d'action humaine différentes. Au passage d'une couche,
Chacun allume les points correspondants qui, à leur tour, vont défricher d'autres zones. Et c'est tout un ensemble de travail terrestre qui s'opère. Il faut que beaucoup de types de vibrations arrivent au point de mutation. Un peintre ou un chirurgien n'ont pas la même façon d'opérer. Et pourtant, le bout de leur concentration peut déboucher sur un autre univers qui est le même. Il faut déboucher sur un autre univers et comme une multitude de points de sortie ou de perforation de la vieille bulle qui nous emprisonne. C'est un phénomène qui est en train de se produire, innombrablement. Il faut comprendre le sens du phénomène, qui n'est pas de faire de la super-chirurgie ou de super-tableau, mais de déboucher sur un autre pouvoir d'être et une autre perception. Comprendre, c'est hâter le phénomène. C'est participer à la grande contagion du nouveau monde. L'expérience de mer, c'est la force de propulsion. Alors nous nous retrouverons tous, non pas empaquetés dans une petite église, mais éclatés et indiciblement réunis dans une autre dimension matérielle, comme autant de papillons sur la prairie nouvelle. Pratiquement, vous pouvez aider au travail en répandant l'œuvre, le sens, la dynamique de tout cela. Il faut que d'autres touchent, il faut que d'autres sentent, respirent un peu de cet air léger qui tente de se faufiler à travers les mailles de la vieille trame. Il faut goûter la chose. Je laissais aller un peu à ça. Vous qui aimez mère, vous qui avez senti ce sourire, ce grand possible battre, donnez-vous un peu, sortez de votre coquille, allez porter cet imperceptible frémissement du nouveau monde. Les livres de mère, l'agenda, ne sont pas des livres, ni même une explication, une philosophie nouvelle. C'est un pouvoir d'action, c'est une force en mouvement, c'est un levier. Si vous les mettez dans les mains d'un ami, dans la vitrine d'un libraire de votre quartier ou de votre ville, dans un coin de journal ou de revue, sur un bout d'affiche improvisée, ils agiront, au-delà de toute compréhension, au niveau les plus inattendus, comme un minerai radioactif. C'est peut-être bien le minerai du nouveau monde. Alors, empoignez-vous, faites le travail. Et un grain de cœur a des résultats inattendus. En comblant d'autres, vous serez comblés. Et finalement, nous y serons tous, ensemble, comblés, dans ce jardin de l'avenir qui est le sens même de ces millions d'années d'espèces mentales inadéquates. Si chacun de vous touche 10 personnes, il aura fait un travail inestimable. Si nous regardions un peu les petits miracles de mère se multiplier autour de nous avec ce sourire si léger, se multiplier tant que le monde fondra dans un sourire et l'autre loi nous prendra par surprise comme le petit axolotl désembourbé. Que notre sourire embrasse toujours plus de sourires. Que la terre soit plus légère. Ensemble, ça te prenne. « 4-5 février 1978, lettre personnelle. Les journaux annoncent l'imminente expulsion de Tata de Air India. C'était prévu. Desai est l'ennemi personnel de Tata. Ils sont tous l'ennemi de ce qui est un peu véridique. Partout, les instruments directs de mer sont attaqués et persécutés. Une étrange synchronie. Indira expulsée du Congress, Tata d'Air India et ton serviteur, comme tu sais. Il y a 15 jours à peine, notre dernier lot de bandes magnétiques quittait Bombay. Mère, toujours juste à temps. Monsieur Deng Xiaoping, vient de faire le tour de la Birmanie et de la Malaisie. Il est au Népal en ce moment. C'est le héros des grandes routes chinoises tout autour de l'Inde et à travers l'Himalaya
citation, pour le jour où le Tibet sera ouvert au tourisme international. Sikh. Je ne sais quel tourisme se dessine aux portes de l'Inde. Cet énorme mensonge qu'est devenu l'Inde invite et appelle une redoutable leçon. L'ashram est de plus en plus le petit symbole. Et quel est le dessein de Mère? L'écrasement ou quelque inconcevable surprise écrasante d'une autre façon. Sujata, le 1er février, a eu une vision qui rejoint étrangement la mienne, ou ce que j'ai entendu plutôt. Une vision imagée de mon audition, entre guillemets, du 18 janvier. C'était aussi pendant l'heure de repos après le déjeuner. Elle a vu les pieds de Mère, très blancs, posés sur ses sandales. Puis aussitôt après, elle a vu que Mère avait enfilé ses sandales. Des sandales rouges foncées, comme le cœur de l'hibiscus rouge, la fleur de Kali. Les sandales ou chaussures sont le symbole du corps physique. Rouge foncé, c'est la couleur du physique matériel. Mère disait toujours que les souliers de Cendrillon symbolisaient ses sorties du corps et son retour dans le corps. Mère a enfilé ses sandales, des sandales rouges. Est-ce que Kali va sortir? Cela rejoint d'une façon frappante ce qu'elle m'a dit et donne une sorte de confirmation réconfortante. D'habitude, cette conscience-là est très avare et pas du tout anxieuse de vous montrer les choses, sauf quand elles se font ou qu'il y a une utilité immédiate ou gracieuse à ce que vous soyez avertis. La seule solution, c'est que je sorte. Nous allons peut-être voir. Il serait temps. Mais ce sera juste à la dernière minute, tel que je connais Mère. J'ai donc écrit une lettre à mes amis lecteurs et lectrices. C'est un peu long, mais que faire? Tu me diras si j'ai déraillé. Les rails, tu sais, c'est tout à fait parti. J'ai l'impression de me mouvoir sans rien ou dans rien, sauf cette force compacte et plus dense qu'une couche géologique. Ça, c'est tout à fait formidable. Il n'y a plus de descente, mais une sorte de fait immédiat et coagulé. Ça a l'air d'être dur comme du béton, et c'est doux comme du miel, avec un sourire dedans. Enfin, je rêve d'être un automate divin. Mais on ne sait jamais si on déraille ou pas, parce qu'il n'y a plus de rails. C'est l'état déraillé. 5 février. Me voilà avec un deuxième avocat à Madras après M et celui de Pondichéry. Je suis bardé d'avocats, quel monde! Avant, on s'entourait de chevaliers. Maintenant, il faut des artistes du code pénal. Au fond, on lutte contre une toile d'araignée mondiale. Mais, n'est-ce pas, on peut couper le cou de 4 trustees. Il repoussera des centaines de petits trustees. L'ashram est bourré de petits trustees en attente. C'est cela le problème. C'est tout le système qu'il faudrait détruire, disait Mère. Tu sens ton, entre guillemets, incapacité à t'approcher plus comme une véritable infirmité. Il y a aussi une nuance d'ombre dans l'aspiration. Je connais bien cela. Ou je l'ai beaucoup connu. Dans cette soif de perfection, d'être vraiment comme ça veut, de faire vraiment comme ça veut, il y a comme une douleur de l'insuffisance. Combien de fois, à propos même de mes livres ou de mes écrits, entre guillemets, je me suis plaint ou j'ai souffert de leurs insuffisances. Oui, leur infirmité, comme tu dis. On se sent très infirme. Déraillé, comme je disais, avec une espèce de reproche contre soi-même. Ou, comme Sujata, pourquoi est-ce que je ne vois pas Mère? Il y a là comme un dernier fil de l'ego, et en même temps cette espèce de douleur d'infirmité est nécessaire
pour attiser le besoin, user la couche. Moi, dans ces cas-là, devant mes désolements, je finis par ouvrir les mains et je dis bien ou mal, c'est à toi, et c'est pour toi, et c'est tout. Même mon infirmité est à toi. Nous sommes tous terriblement infirmes, c'est vrai. Donner son infirmité est beaucoup plus difficile que de donner ses réussites. Et finalement, rien n'a réussi jusqu'à la réussite totale, c'est-à-dire la transformation totale, les 2 pieds d'abord. Mère se plaignait aussi souvent de son incapacité, entre guillemets. Il faut faire tout couler dans la transparence. Finalement, même nos limites sont voulues par le divin pour un certain jeu. Je crois que tout est fait pour obtenir en soi un certain type de vibration. Le pire, qui n'est pas si pire, et le meilleur, qui n'est pas si fameux, pour arriver là. Et quand cette vibration est là, ce n'est pas une merveille étourdissante. C'est comme tout naturel, il n'y a plus de questions. C'est l'état juste. On commence à devenir l'automate divin. Dès qu'on se regarde, c'est foutu. Ça te prenne. PS, c'est curieux, depuis que nous sommes allés dans l'Himalaya, les journaux n'arrêtent pas de parler de la dévastation forestière. Comme s'ils prenaient conscience. Coïncidence ? Mais ces montagnes de pins dévastées, c'était une peine. J'attends la première trêve possible pour aller explorer les Nilgiris et les Cardamom Hills en quête de notre nouveau Nandanam. Nous avons tellement soif, Sujata et moi, de sortir de ce cycle négatif et de respirer l'air pur. C'est presque physique. Je ne sais pas pourquoi je dis presque. Sujata avait l'idée que vers le 15 février, quelque chose se dénouerait et que nous pourrions lever l'ancre. Encore une illusion ? Mais vraiment, nous mettre au vrai travail.